petit disclaimer, il y a de fortes chances dans cette vidéo que je paraisse très agacée parce qu'il y a vraiment des conseils qui me mettent hors de moi parce que ça met en cause la sécurité des gens, leur liberté mais également grandement leurs finances. Donc je sais déjà par avance, parce que j'ai beaucoup de mal à cacher mes émotions, qu'il y a des choses qui vont m'énerver et je sais que je vais parfois peut-être avoir l'air très hautaine concernant certains conseils, donc je m'en excuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je trouvais quand même assez importante à faire et qui est un petit peu spéciale. Étant donné que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et surtout dans le domaine du voyage, je croise un petit peu de tout et n'importe quoi et je trouve que c'est quand même important d'en parler, hein, parce qu'il y a certains qui donnent des conseils voyage ou des conseils en général sur comment se comporter et pour moi c'est pas possible de donner ce genre de conseils et justement je pense qu'aujourd'hui il était temps de faire un top des pires conseils que les influenceurs voyage peuvent vous donner, ou influenceurs tout court, hein, attention. Et s'il vous plaît, si vous tombez sur ces conseils, ne les suivez absolument pas. Déjà de 1, ça peut être dangereux pour votre sécurité, ça peut ruiner votre vie, donc s'il vous plaît, ne les faites pas. Et du coup, si tu veux découvrir ces conseils à ne absolument pas suivre, c'est parti. On commence sur du léger, c'est pas du trop grave, mais c'est quand même un conseil que je trouve toujours extrêmement drôle. C'est les gens qui prévoient des itinéraires ultra blindés. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, des gens qui font des itinéraires voyage à la carte, par des gens qui laissent des commentaires ou quoi au caisse, et qui te font des itinéraires voyage, mais alors clairement, des gens qui te font par exemple le tour du Japon en entier en une semaine. Vraiment, avec genre 2 jours à Tokyo, une journée à Osaka, 2 journées à Kyoto, une journée à Hiroshima, une journée à Nagano, enfin bref, tu fais l'entièreté du Japon en une semaine de temps. Et je tiens à faire un petit disclaimer là-dessus, s'il vous plaît, quand vous organisez votre itinéraire voyage grâce à des vidéos TikTok, à des blogs ou quoi aux caisses, vérifiez d'autres itinéraires, n'en prenez pas qu'un seul, comparez-les, et surtout, vérifiez en amont quelles sont les activités sur place que vous souhaitez faire dans chaque destination du voyage, parce que forcément, c'est bien d'essayer de faire le plus de choses possible en très peu de temps, mais au final, si c'est pour passer toute sa vie dans les transports en commun, ou encore pour passer tout son voyage ultra fatigué et ultra frustré parce que vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous voulez faire et vous êtes obligé de courir d'activité en activité, je trouve que personnellement ça ne sert à rien. Je pense que comme moi, la majorité des gens qui sont aujourd'hui à même de voyager dans des destinations telles que le Japon, la Polynésie ou quoi qu'est-ce, sont des gens qui aujourd'hui sont employés, donc forcément n'ont que très peu de jours de congés par an. On va parler de 20 à 30 jours de congés par an, et clairement le voyage pour moi c'est aussi un moment où j'ai envie de profiter, où j'ai envie de me reposer tout simplement de ma vie au quotidien. Et c'est vrai que si vous prévoyez un itinéraire qui est beaucoup trop blindé par rapport à ce que n'importe quelle personne lambda ferait, au final je suis pas sûre que vous gardiez un super souvenir de votre séjour. Et je peux tout à fait comprendre que certaines personnes aient très envie de découvrir le plus de choses possible parce que à 600 € ou 700 € le billet d'avion, t'as envie qu'il soit rentabilisé, on est d'accord, mais honnêtement, si c'est pour faire ça, prévoyez plus de temps sur place, essayez de négocier pour pouvoir rester 2 à 3 semaines, mais essayez de faire certaines destinations en une semaine en visitant tout le pays, ça va vraiment vous ruiner la vie parce que vous allez passer la majorité de vos temps dans les transports en commun et très peu de temps au final sur place, c'est pas le but. Donc si vous voulez organiser un voyage dans telle ou telle destination, ne prenez pas un seul itinéraire, ne prenez pas le premier itinéraire que vous trouvez. Donc encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans ses voyages, mais je trouve quand même que ça peut porter des gens à faire de mauvais choix et à regretter parfois une destination voyage. Et honnêtement, pour partir dans une ville et ne faire que la moitié des choses qu'il y a sur place, vous allez devoir y retourner du coup une autre fois pour pouvoir faire le reste des choses que vous n'avez pas vues. Personnellement, je trouve ça inutile. Je préfère me concentrer sur quelques villes et quitte à revenir et me concentrer sur une autre partie du pays, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de courir de bout en bout. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Ça reste mon avis personnel, mais je pense aussi que c'est l'avis de beaucoup de voyageurs qui sont rodés concernant justement la formation des itinéraires. Comparer, c'est ultra important. Prochain conseil qui m'a un petit peu hérissé le poil. Aujourd'hui sur TikTok et sur Instagram, parfois on trouve beaucoup de gens qui te conseillent des bons plans. Des bons plans voyage, et il faut savoir que bien évidemment quand tu as des destinations avec escale, parfois elles sont bien moins chères. Et du coup, certains petits malins vous conseillent, imaginons vous souhaitez visiter, moi je ne sais pas, New York. Certaines personnes sur les réseaux sociaux, et je l'ai vu, ont déjà conseillé à dire oui, New York pour l'instant les billets en direct sont beaucoup trop chers, par contre j'ai vu des billets jusqu'à Los Angeles et il y a un stop à New York et ça coûte beaucoup moins cher que de payer un billet pour New York en direct. Et donc du coup ces gens vous conseillent de descendre à l'escale et de ne pas aller à la destination finale en disant oui mais comme ça vous profitez d'un ticket moins cher. Il faut savoir que quand vous bookez un billet d'avion, tout le temps,
vraiment tout le temps, vous devez cocher une petite case qui vous dit que vous acceptez les conditions générales de la compagnie aérienne. Ces conditions générales sont appelées Contract of Carriage et dans ces conditions générales, il est notamment stipulé que si vous vous arrêtez à l'escale et que vous ne prenez pas le vol qui suit, le reste de votre itinéraire voyage est annulé. Voilà, juste ça. Donc c'est bien de conseiller aux gens de prendre des billets jusqu'à Los Angeles pour au final aller à New York et leur dire oui mais t'as qu'à t'arrêter à l'escale et puis au pire c'est pas grave, tu reprendras l'avion dans l'autre sens. Non, non parce qu'il y a de fortes chances, il y a 90% de chances que votre avion soit annulé au retour. Voilà. Bien évidemment, il y a certaines conditions dans lesquelles ça passe, notamment si vous ratez votre vol, si vous êtes présent à l'aéroport, si vous contactez à l'avance votre compagnie aérienne pour leur expliquer la situation en disant ah au final j'ai eu un changement, vous m'itonnez un petit peu mais j'ai eu un changement et au final je dois m'arrêter à New York. Ça arrive à l'échange de 30, 40, 70 euros, ça dépend des compagnies, de pouvoir faire en sorte de conserver son billet et de n'avoir en fait que l'escale et donc du coup pas la destination finale. Oui c'est possible, mais par contre si vous vous amusez à faire ce genre de choses sans prévenir la compagnie aérienne et ne pas vous présenter à l'aéroport, il y a de fortes chances que votre vol retour, il saute. Et si vous n'avez plus de vol retour pour pouvoir rentrer en Europe, ben je vous laisse imaginer en fait le prix d'un billet retour unique depuis New York en dernière minute. Soit vous avez énormément de chance, soit vous en avez pas du tout, et au final c'est une astuce qui va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous ne pensiez. Et vraiment, encore une fois, c'est des trucs qui sont arrivés à des proches à moi, c'est des choses qui sont arrivées à mon mari, par exemple, quand malheureusement il a raté sa correspondance, il a reçu un mail comme quoi il ne s'était pas présenté, et que donc du coup son vol retour était annulé. Bon, lui c'était parce qu'il avait raté la correspondance à cause d'un retard, donc du coup au final la compagnie aérienne l'a rebooké sur le vol retour, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un jeu qui est très risqué. Et dans le Contract of Carriage que vous signez, lorsque vous achetez un billet, c'est stipulé, noir sur blanc, vous ne pouvez pas le faire. Et il faut également savoir, bonjour, parce que ça m'est également arrivé, que si vous ne prenez pas un vol, vous pouvez obtenir une amende de la compagnie aérienne. Voilà. Et je le dis en connaissance de cause, dans mon métier je suis assistante de direction, voilà, comme ça tout le monde le sait, et je m'occupe notamment de prévoir et de booker tous les avions pour la majorité de nos managers européens. Et ça m'arrive parfois que des managers, en fait, changent leur programme sans me le dire, et puis au final je reçois un mail de Lufthansa ou quoi aux caisses, qui me dit « Bonjour, vous avez 200 € d'amende parce que vous n'avez pas pris votre vol et parce que vous ne l'avez pas annulé. » Certains diront « Mais c'est quoi cet enroule, j'ai payé mon vol, si j'ai pas envie de le prendre, je le prends pas. » Et en effet, je considère que c'est un petit peu une technique de rat pour pouvoir avoir du pognon, mais ils considèrent que si vous aviez annulé votre vol, ils auraient pu reprendre votre place à quelqu'un d'autre, et donc du coup c'est pour ça qu'ils vous mettent une amende. Certains me diront moi j'ai jamais eu d'amende, grand bien fait pour vous parce que moi c'est pas la première fois que ça m'arrive avec Lufthansa, mais ce sont des choses qui existent, je l'ai vécu par intermédiaire, mais je l'ai vécu. Donc s'il vous plaît ne jouez pas à ce genre de choses. Si vraiment un jour vous voulez descendre à l'escale, prévoyez par exemple un billet multidestination, ça existe, c'est les petites cases qui sont sur les compagnies aériennes où c'est marqué multidestination, ou encore prévoyez la compagnie aérienne, généralement ils vous feront payer un léger fee pour pouvoir faire des changements, mais c'est beaucoup mieux que de perdre son billet retour. Vraiment, pour moi c'est le pire conseil qu'on ait jamais donné à quelqu'un, et je pense qu'il y a suffisamment encore de témoignages sur internet pour voir qu'en fait ce que je dis c'est bel et bien la vérité. Donc si tu as la chance que ça passe parce que t'étais dans une petite compagnie aérienne ou parce que t'es passé entre les mailles du filet, grand bien pour toi, mais ne donne pas ce conseil à des milliers d'autres personnes sur les réseaux sociaux parce que potentiellement ça peut leur faire perdre énormément d'argent. Autre conseil, qui est aussi vraiment dans mon top des pires conseils qu'on peut écouter, faire voler son drone dans un pays où c'est interdit. Certains influenceurs voyage se pensent absolument tout permis et donc du coup forcément se croient également au-dessus des lois. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux et c'est véridique et vraiment je vous invite à ne pas suivre ce genre de conseils. Des gens qui font voler leur drone au Maroc, en Égypte, deux pays où c'est interdit de faire voler des drones ou d'importer des drones, et quand les gens demandent comment est-ce que t'as fait pour faire voler ton drone, ils te répondent ah mais j'ai fait un article de blog là-dessus et je raconte tout. Alors déjà ils se vendent un petit peu puis accessoirement ils te donnent leur lien affilié pour acheter le même drone qu'eux, ça me fait toujours beaucoup rire. Et puis surtout ils te disent que si tu caches bien ton drone et si tu le fais voler sans qu'il y ait personne autour de toi, il y a très peu de chances qu'on te prenne en flagrant délit et donc du coup ça passe. Non, 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 vraiment s'il vous plaît non, ne faites pas ce genre de choses. Déjà pour être allé dans les deux pays, Maroc et Égypte, il faut savoir que quand vous passez à l'aéroport, vos valises sortent de l'aéroport par un scanner, donc du coup on sait voir si vous avez un drone ou pas. Bonjour. Et quand bien même parfois vous arrivez à des heures qui sont un petit peu plus atypiques et donc du coup au final pas besoin de passer dans les scanners parce qu'il y a personne pour vérifier, donc du coup vous savez rentrer avec votre drone dans le pays et ça c'est fantastique. Si vous êtes chopé en train de le faire voler, c'est plusieurs centaines voire parfois milliers d'euros d'amende, on vous confisque le drone, on vous confisque votre passeport et vous pouvez aller en prison. Donc ce n'est pas un conseil à donner, je suis désolée, pour moi c'est vraiment inconcevable de venir dire aux gens oui c'est interdit mais si tu le caches bien, y a pas de problème. Mais non en fait non, je suis désolée
désolée, je pense que quand tu es influenceur voyage et quand tu as une grosse communauté, parce que c'est des gens qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés quand même, tu ne peux pas te permettre de donner ce genre de conseils qui potentiellement peut mettre la vie d'autrui en danger. Et vraiment, la photo Instagram ou la vidéo que vous allez mettre sur Instagram ne vaut pas le risque d'aller en prison, s'il vous plaît. Je sais que tout le monde ne va pas en prison quand ils utilisent un drone, ça dépend où ils le font voler, parce qu'il y a suffisamment, encore une fois, d'articles sur internet pour pouvoir comprendre que c'est un véritable risque. Et ce que je trouve encore plus drôle, c'est que certains influenceurs se dédouanent en disant oui mais il n'y a pas de règles claires concernant l'utilisation d'un drone en Égypte. Moi j'y suis allée en 2020 et à l'époque il n'y avait pas de règles. Voilà, une simple recherche Google vous permettra de comprendre à partir de quand la règle a été mise. Et en Égypte, ça date de 2017. Donc venir me dire oui moi je suis allée en 2020, il n'y avait pas de règles, c'est que tu sais même pas utiliser Google. Donc franchement si tu sais te booker un voyage jusqu'en Égypte, c'est que tu sais utiliser ce moteur de recherche. Donc encore une fois, c'est preuve d'énormément de mauvaise foi, parce que bien évidemment il y a certains influenceurs se font attaquer en disant oui ça ne se fait pas, t'as pas le droit d'utiliser un drone, etc. et viennent se dédouaner en disant ah mais je le savais pas, il n'y avait pas de règles précises. Si, il y en a une. Et accessoirement je trouve que ça donne une super mauvaise image des influenceurs voyage et des créateurs de contenu, et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui le drone est de plus en plus restreint dans son utilisation, parce que en fait il y a tellement de gens qui abusent et qui ne suivent pas les règles que ben forcément en fait ça ne donne pas aux autorités l'envie de vous faire confiance en fait, et donc du coup bah, ça porte préjudice à d'autres utilisateurs et à également d'autres créateurs de contenu, donc c'est vachement triste. Et puis en plus quand certains viennent dire oui je souhaite faire de la création de contenu voyage mon métier, bah tu te grilles un petit peu en mettant des images au drone dans un pays où c'est interdit, tu peux être sûr et certain que tu feras jamais de partenariat avec l'Égypte, ça c'est sûr. Mais enfin bref, moi c'est vraiment des choses qui me révoltent, surtout que accessoirement ça peut être vraiment très problématique pour les gens qui pensent que leur influenceur voyage à la vérité absolue et qui eux vont faire voler un drone et se font faire avoir. Donc c'est non, en fait, c'est absolument non. Et certains me diront oui, t'es ultra hautaine dans cette vidéo, franchement t'es ultra désagréable, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être risqué. Et honnêtement j'en vois beaucoup, que ce soit le Maroc, l'Égypte, parce que sur les réseaux sociaux forcément t'es toujours ultra fier de montrer ton shot au drone que personne n'a, parce que bien évidemment c'est interdit, ou encore dans des lieux qui sont des lieux privés, comme par exemple le château du Burg d'Els, ou encore le château de Neuschwanstein, parce que ce sont des lieux que je connais vu que je vis en Allemagne, et sur lesquels il y a des gens qui s'amusent à faire voler leur drone alors qu'il y a des panneaux partout qui stipulent que c'est interdit. Donc après, ne venez pas vous plaindre que on ne peut plus utiliser un drone si la majorité de vos congénères font que de la merde. On va descendre sur un conseil un petit peu plus bon enfant, et ça va être les gens qui vous conseillent de réserver par des plateformes telles que Opodo, Last Minute ou quoi aux caisses. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de mauvaises expériences avec ce genre de plateforme, parce que déjà de 1, il n'y a pas eu forcément de problème au niveau des vols, ou parce qu'ils ont pu avoir un service après-vente. Moi je connais énormément de gens qui ont eu des problèmes, notamment ma personne, voilà, bonjour Opodo, bonjour Last Minute, ce sont des voleurs, j'ai toujours d'ailleurs un bon de 150 €, enfin un avoir de 150 € qui est bloqué chez Last Minute et qui n'ont jamais voulu me rendre parce que on ne daigne pas répondre à mes mails, quand je parle au téléphone avec ces gens, ils ne peuvent rien faire pour moi. Enfin bref, de la mauvaise foi sans nom, et vraiment ça c'est quelque chose qui m'exaspère, c'est de pouvoir en fait avoir l'impression de passer par une plateforme et donc du coup d'être aidé si tu as un problème, et en fait pas du tout. Donc si vous bookez des vols, et surtout des vols qui coûtent très cher, s'il vous plaît, passez directement par les compagnies aériennes, ça enlève un intermédiaire et ça vous permet, en cas de problème, d'avoir un petit peu plus de chance de revoir votre argent rapidement. Autre conseil que j'adore aussi, vraiment ça c'est dans mon top 3, les gens qui vous me diront pas besoin d'assurance, ça sert à rien, ça coûte cher. Si tu t'es jamais cassé la gueule en France, tu te casseras jamais la gueule en Amérique. Alors outre le fait que certaines personnes ne savent pas que la carte bleue de l'Union Européenne ne te couvre comme l'Union Européenne, parce que j'ai croisé quelqu'un qui s'est tordu la cheville au Maroc et qui était outré et scandalisé que sa carte européenne ne fonctionne pas, le Maroc c'est pas l'Europe, pas l'Union Européenne non plus. Donc pour moi c'est évident, mais enfin vraisemblablement c'est pas évident pour tout le monde. Ne radinez pas sur ce genre de choses, encore une fois, tu te plantes aux États-Unis, il arrive quoi que ce soit, tu dois payer les frais médicaux, tu vas t'endetter sur plusieurs générations. Et ce n'est pas des blagues. Et encore une fois, je pense que Internet regorge suffisamment de témoignages ou encore de cagnottes pour comprendre que ce n'est pas un conseil à suivre. Vraiment, genre le nombre de personnes qui ouvrent des cagnottes pour payer leurs soins médicaux et se faire rapatrier en France parce qu'ils n'ont pas d'assurance maladie, à l'étranger, s'il vous plaît. Genre je pense que c'est suffisamment parlant pour comprendre à quel point c'est important. Redescendons
Passons sur un conseil qui est un petit peu plus léger, mais qui pour moi est vraiment un conseil que je donnerai pas, ça va être de prendre des logements sans annulation gratuite. Pour autant l'assurance maladie c'est une obligation, mais pour autant l'assurance no-go, donc l'assurance annulation, c'en est pas une. Donc si vous n'avez pas d'assurance annulation et qu'en plus vous ne prenez pas l'annulation gratuite sur les hôtels, vous courez énormément de risques de perdre tout votre argent et tout l'argent investi dans vos chambres d'hôtel s'il se passe quoi que ce soit. Que vous tombiez malade, que ce soit quelqu'un dans votre famille qui tombe malade ou qui décède, que ce soit parce que votre patron vous refuse vos congés, ou que ce soit parce que votre vol est annulé, si vous n'avez pas d'annulation gratuite sur vos hôtels, vous perdez tout votre argent. Et encore plus si vous n'avez pas d'assurance annulation. Dans les temps qui courent actuellement, l'argent ça reste quand même important, et je ne pense pas que la majorité d'entre nous peut se permettre de lancer des billets de 100 dans les airs, parce que j'ai pas envie de prendre l'annulation gratuite sur Booking, parce que ça coûte quand même 10 € plus cher. Entre perdre 10 € et perdre 300, 400, 500 €, moi, chez moi, le choix il est vite fait. Et je vous le dis parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Imaginez, en temps de Covid, quand le Covid est arrivé, bon j'espère que ça ne se reproduira plus, mais les assurances annulation ne couvraient pas tout le Covid, fun fact. À l'époque je n'avais même pas d'assurance annulation, j'en ai pris une après parce que justement le Covid m'a bien appris, et je me suis retrouvée avec tous mes voyages de 2020 annulés les uns après les autres. La Polynésie, New York, Milan, la Pologne, enfin bref, j'avais plein de voyages prévus parce que vous savez à quel point moi je m'y prends à l'avance. Imaginez-vous, si je n'avais pas pris d'assurance annulation, la quantité de thunes que j'aurais jetées par la fenêtre parce que je ne pouvais absolument pas partir étant donné que tout était fermé. Je pense que c'est l'exemple parfait pour vous montrer qu'une assurance annulation c'est nécessaire et ça peut vraiment vous sauver un budget. Prochain conseil, et ça c'est un conseil encore une fois que je vois souvent sur les réseaux sociaux parmi les astuces bons plans et les voyages bons plans etc. Il n'y a aucun problème à partager des bons plans, attention hein. Mais partager le moins cher pour partager le moins cher ça ne sert à rien. Je vois parfois des gens qui font la promotion de vols mais totalement incongrus parce que c'est le vol le moins cher. Un exemple, tu veux voler jusqu'à Londres et le vol te coûte 10 € aller-retour en partant le vendredi soir et en arrivant à 22 h et en revenant le lundi matin à 6 h du matin. Fais le calcul. Déjà de 1, mais tu pars le vendredi soir, donc ça veut dire que tu vas devoir payer ta nuit du vendredi au samedi, mais également ta nuit du dimanche au lundi pour au final rester que 2 jours sur place. Donc tu vas payer 3 nuits d'hôtel pour 2 jours. Alors que parfois, si tu déplaces un petit peu tes horaires, alors oui, tu peux payer parfois 40 € ton billet d'avion au lieu de 10, mais moi je préfère payer 40 € de billet d'avion et avoir qu'une seule nuit sur place, parce que les nuits à Londres ça fait mal, que d'avoir la gloriole de me dire j'ai pris le billet le moins cher. Je pense que les gens qui fournissent ce genre de conseils ne regardent pas forcément aux dates, ni aux heures, ni accessoirement au logement et au prix que ça coûte sur place. Je sais que c'est super les gens qui font des conseils sur les destinations et tout, mais avant de booker aveuglément ce que les gens vous disent de booker, vérifiez quand même un minimum avec d'autres dates, avec d'autres destinations, avec le prix des hôtels aussi. Encore une fois j'ai fait une vidéo sur genre les étapes à suivre pour pouvoir organiser un voyage au mieux et pour ne pas avoir de problème, mais pour moi c'est vraiment genre ultra important et je trouve ça triste parfois que les gens ne font pas attention à ce genre de choses parce que ça peut vous ruiner un budget. Prochain conseil, et toujours sur les billets d'avion, ça va être de prendre des billets d'avion sur 2 types de compagnies différentes, 2 familles de compagnies différentes. Pour moi c'est un conseil à ne absolument pas suivre et c'est encore le reflet de ce que je peux voir parfois comme voyage bon plan sur les réseaux sociaux, des gens qui vous conseillent par exemple d'aller à New York avec une escale, je sais pas moi, à Madrid, et ce sont 2 compagnies différentes, genre Ryanair jusqu'à Madrid et puis ensuite Madrid c'est je sais pas moi, Eurowings, peu importe. C'est quelque chose que je ne vous conseille absolument pas parce que les compagnies aériennes aujourd'hui sont organisées par famille de compagnies aériennes. Tu as Star Alliance, tu as Sky Alliance, etc. etc. Et en soi, c'est pas grave si les 2 compagnies sont différentes, à partir du moment où elles restent dans la même alliance. Cependant, si tu as 2 compagnies aériennes de 2 familles différentes, le problème c'est que s'il se passe quoi que ce soit, par exemple imaginons un de tes vols est annulé, bah l'autre compagnie aérienne elle va dire c'est pas mon problème. Ça ne m'est jamais arrivé, mais par contre c'est arrivé à mon conjoint hein, qui a eu la jolie blague de devoir repayer un billet extrêmement cher parce que bah, son autre billet de toute façon n'était pas annulable, donc bon, tant qu'à faire, bah, voilà. Et c'est vraiment le genre de stress que personnellement j'ai pas forcément envie de vivre, donc encore une fois faites attention au fait que si ce sont des compagnies différentes, est-ce qu'elles font partie de la même famille de compagnies aériennes? Si c'est pas le cas, moi personnellement je ne m'y risquerai pas parce que s'il se passe quoi que ce soit sur vos vols, surtout si c'est des vols qui sont assez onéreux, vous perdez tout votre argent. Et en plus accessoirement quand vous avez des billets séparés de cette manière, quand vous arrivez à l'aéroport d'escale, ça arrive que vous soyez obligé de reprendre vos valises et de les remettre et ça c'est quand même vachement désagréable et ça vous fait perdre énormément de temps et parfois les temps d'escale ne sont même pas prévus pour ce genre de choses. Là encore une fois, je souffle très fort parce que le nombre de personnes que je vois sur les réseaux sociaux conseiller aux gens
de ne pas faire le permis international. Des gens qui, tu sais, tu poses toujours cette petite FAQ sur Instagram avec les questions que tu as envie de poser à ton influenceur ou ton créateur de contenu voyage, et qu'on te demande toujours, oui, concernant la conduite, comment ça se passe. Et ces gens vont te répondre le plus naturellement du monde. Alors techniquement, il faut un permis international, mais nous, on ne l'a pas, on a conduit sans aucun problème, on s'est pas fait arrêter, donc du coup, franchement, je vous le conseille pas. Comment ça, tu le conseilles pas? Il faut savoir qu'en dehors de l'Union Européenne, quand tu n'as pas ce permis international, t'es considéré comme quelqu'un qui n'a pas de permis. Ce qui signifie que, à la limite, tu as un accident, tu te torches toi-même et tu te fais mal, c'est ton problème. Par contre, si tu as un accident, que tu blesses ou que tu tues quelqu'un, et qu'il y a une investigation qui est ouverte, que l'on découvre que tu n'as pas de permis international et que tu roules du coup en toute illégalité sur le territoire étranger, tu vas en prison. Est-ce que vous avez vraiment envie de courir les risques de finir en prison ou d'avoir d'énormes amendes dans le cas où il se passe quoi que ce soit et qu'il y ait un problème, si vous n'avez pas de permis international qui coûte entre 15 et 30 € maximum, et qui vous demande juste de vous rendre à votre mairie, à votre commune avec votre permis de conduire actuel, et de leur dire j'ai besoin d'un permis international. Et oui, bien évidemment que toutes les compagnies de location vous laisseront louer un véhicule sans avoir à présenter un permis international, parce que eux, ce qui compte pour eux, c'est pas que vous ayez le permis. Si vous n'avez pas le permis, c'est votre problème, c'est pas le problème de la compagnie de location. Vous, en plus, et je tiens encore une fois à le préciser, quand vous louez un véhicule, vous signez des charges et tout ce qui s'ensuit. Moi, quand je loue des véhicules sur internet, très souvent, c'est marqué dans les conditions, les contrats, les conditions générales de vente, etc. C'est marqué que vous devez avoir un permis international à l'étranger. Donc vous signez un papier qui certifie que vous avez un permis international. Au final, si vous arrivez sur place et qu'on vous le demande pas, tant mieux pour vous, mais s'il se passe quoi que ce soit, et qu'on peut prouver qu'en fait vous avez signé que vous en aviez un et que vous n'en aviez pas, vous pouvez avoir de très gros problèmes. J'ai un ton genre vraiment très agacé dans cette vidéo parce que je trouve que ce sont des conseils qui ne sont pas à donner, c'est des conseils qui peuvent être dangereux, c'est des conseils qui peuvent ruiner des vies, ruiner la santé de quelqu'un. Votre assurance, accessoirement, si vous vous torchez à l'étranger et que vous n'avez pas de permis international, peut-être aussi qu'elle peut se retourner contre vous, hein, donc c'est courir énormément de risques pour au final pas grand chose, pour juste avoir eu la flemme de demander un papier à votre commune. S'il vous plaît, si vous êtes capable de vous faire un passeport, vous êtes capable de vous faire un permis international. Les compagnies de location, de voitures et tout ce qui s'ensuit, elles veulent juste voir leur argent. Le reste, c'est votre problème. Donc voilà, je pense encore une fois qu'aujourd'hui, si tu veux devenir créateur de contenu, influenceur ou tout ce que tu veux, tu as une certaine responsabilité morale et éthique envers les gens avec qui tu parles et avec qui tu interagis. Et la première des choses, ce n'est pas de les inviter à faire des choses qui sont totalement illégales, comme utiliser un drone là où c'est interdit, ou encore leur dire qu'ils n'ont pas besoin de faire un permis international s'ils voyagent à l'étranger. Vraiment, si vous avez ce genre de conseils, ne les suivez pas, surtout si ça concerne la santé, si ça concerne la légalité. Est-ce que je suis la seule qui est vraiment effrayée de voir à quel point sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux trouver tout et n'importe quoi comme conseil, et surtout des conseils à ne pas suivre? Je ne comprends pas. Cette vidéo touche à sa fin, je m'excuse déjà d'avance si j'ai pu paraître très agacée. Et voilà, c'est des conseils qu'on donne pas, enfin c'est des conseils que je donnerai pas à ma sœur, ni à ma famille, donc je considère que c'est pas des conseils que je donnerais aux gens sur internet. Surtout en plus quand t'as une grosse communauté, pour moi c'est un non catégorique, donc voilà, faites vraiment attention aux conseils qu'on vous donne, ne croyez pas n'importe qui aveuglément parce que c'est pas parce que lui ça s'est très bien passé que pour autant pour vous ça se passera très bien. Il y a plein d'expériences différentes sur cette terre. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Si le domaine du voyage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que c'est surtout de ça qu'on parle ici. Et à très bientôt. Ciao. Et comme toujours, on le voit pas en vidéo, mais moi j'ai toujours un bébé chien qui dort sur mes genoux. Oh mon cœur. On va aller sortir? On va aller faire une petite balade? T'es pas encore sorti aujourd'hui? La motivation dans le regard de ce chien est incroyable.